Bonjour à tous, bienvenue dans cette session Tour d'horizon de l'IA dans les solutions d'Edalus. Je me présente, je suis Alexandra Kipper, je suis responsable du business développement sur la partie Life Science chez Dedalus. Ça englobe les sujets autour de la data et autour de la recherche clinique également. Et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Vincent Plana. Bonjour, je suis architecte technologiste chez Dedalus en charge d'un ensemble de solutions d'innovation et d'IA dans notre société en France. Voilà. Alors, j'y vais. Ah oui. Alors, aujourd'hui, l'objectif de cette session de 40 minutes avec les questions, c'est de vous présenter un peu tout le portfolio de solutions d'IA qui sont disponibles chez Dedalus dans notre société. Donc, vous connaissez peut-être la société Dedalus, en tout cas en France, qui est un éditeur de logiciels de santé. Et je vous laisserai le loisir d'aller dans notre salon pour découvrir tous ces outils et toutes ces solutions. Nous avons un ensemble d'innovations qui sont portées depuis le début de l'année au travers de notre portfolio qui est assez riche et qui couvre un ensemble de solutions logicielles. Donc on va commencer par vous présenter les innovations autour du Command Center, qui est un cockpit, un centre de commande opérationnel de l'hôpital, et que l'on présente aussi sur notre salon un peu plus loin. On va continuer ensuite autour du PMSI, qui est en fait notre solution de codage, et qui est en fait supportée par de l'IA depuis plus d'un an et demi, mais on a des belles innovations qui sont là. Ensuite, on va aborder toutes les solutions d'Anapat, et au travers de la solution d'Anapat, quelles sont les innovations d'IA qui sont là-dedans. On aura aussi sur la partie plateforme de recherche de données que Alexandra présentera ici. On a aussi beaucoup de choses autour de l'archivage, de notre plateforme d'archivage et de la façon dont elle va s'augmenter par de l'IA générative. Et on terminera avec de l'imagerie. Voilà, donc ça nous donne un panel très large et on essaye de vous donner un peu d'appétit sur toutes ces innovations d'IA qui nous envahissent de plus en plus. Alors, la stratégie d'IA chez Dedalus France, elle s'articule autour de 3 axes. Le premier axe, c'est un partenariat très très fort avec des startups et des acteurs externes à la société, souvent des startups qui ont une très très forte capacité d'innovation et de développement. Et donc on a tout un écosystème de partenaires que l'on sélectionne sur la base de nos besoins, bien sûr, de leur capacité d'intégration et de la pertinence fonctionnelle qu'ils arrivent à démontrer à travers le développement. Donc ce partenariat, il est très très important, mais il ne peut pas fonctionner sans une stratégie plateforme qui est derrière cette intégration. Il est assez difficile en général de prendre une IA ou de partenaire et de la mettre directement sur un outil et de la faire fonctionner. On a souvent besoin d'une plateforme de données qui soit derrière, qui permette de faire l'entraînement des algorithmes, qui permette de faire l'intégration des algorithmes, etc. Et donc cette stratégie plateforme, elle existe bien sûr chez Dedalus et c'est quelque chose que l'on va vous montrer un petit peu. Le dernier pilier, c'est le moteur autour de l'IA générative. On en a parlé déjà ce matin sur la première présentation et on recontinue ici. L'IA générative qui est au cœur de beaucoup de discussions, je pense, sur ce salon aujourd'hui, est aussi un de nos fers de lance en termes de développement, d'innovation actuellement depuis plus d'1 an. Et on a plein de services d'IA générative qu'on est en train de développer. Donc quand je parle d'IA générative, bien sûr, je parle de tout ce qui est chatbot intelligent, les OpenAI, etc., etc. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus complexe technologiquement, mais c'est un peu au travers de tout ça. Et on a, nous, un outillage qui nous permet, comme tous nos compétiteurs et les acteurs de ce domaine, de rentrer sur ces usages et ces fonctionnalités. Voilà. Donc, bien sûr, cette stratégie s'appuie sur tout le portfolio de Dedalus que j'ai brièvement résumé ici, mais on a toutes nos solutions de dossiers patients informatisés qui vont bénéficier de cette IA. Toute la partie PACS et imagerie, PACS RIS, qui sont aussi très importantes. On a bien sûr toutes les solutions d'archivage de données. Donc j'en ai parlé, vous allez voir qu'on a de l'IA là-dedans. Les solutions de codage aussi, intelligents, qui sont disponibles. Toute la solution d'Anapat qui font le pendant de la partie in vitro. Notre plateforme de données et bien sûr ce Command Center dont j'ai parlé un petit peu au début. Voilà.
Donc cette stratégie en 3 piliers nous permet en fait d'activer un ensemble de services d'IA. Alors pour commencer, donc ce Command Center dont on a parlé déjà d'hier, on a des démos. Je vais laisser Alexandra vous présenter tout ça un petit peu en détail et on va revenir sur les innovations d'IA. Peut-être 2 mots en effet sur ce qu'est un Command Center. Un Command Center, c'est vraiment la tour de contrôle de l'établissement de santé, comme on peut le voir dans les aéroports ou sur cet écran. Alors sur celui-ci, ce n'est pas le dossier, le Command Center de Dedalus. On a une première expérience, nous, en Espagne. Si vous n'étiez pas là hier, on a également annoncé la signature du premier Command Center en France avec le CHRU de Nancy. Alors ce Command Center, à quoi il sert ? Il sert principalement à optimiser et à vérifier ce qui se passe en temps réel au sein de l'établissement. Donc c'est vraiment un pilotage axé sur les données, bien entendu, et surtout le maître mot, c'est le temps réel. Le temps réel, avec bien sûr des systèmes d'alerte et d'automatisation. On a différents thèmes sur lesquels on travaille avec le CHRU de Nancy et sur lesquels on a déjà travaillé avec notre Command Center en Espagne. C'est vraiment le volet urgence. Vous imaginez bien la problématique des urgences et donc l'importance de suivre en temps réel ce qui se passe aux urgences et surtout la conséquence sur les autres services, sur la gestion des lits également et sur le volet bloc opératoire qui bien sûr nécessite une efficience optimale. Donc tous ces volets sont intégrés complètement sur ces grands écrans où on va pouvoir retrouver tous ces différents KPI et ces différents metrics. Alors on voit également des workspaces, des gens qui sont à côté, qui vont pouvoir rentrer dans les solutions métiers pour pouvoir tout de suite comprendre d'où vient la problématique. Est-ce que j'ai une problématique de lit? Est-ce que j'ai une problématique de surcharge d'urgence? Est-ce qu'il y a un accident de la route qui vient de se passer et que je vais d'un coup avoir une surcharge d'activité aux urgences. Donc il y a des gens vraiment qui sont là pour rentrer dans les systèmes d'information et surtout pour comprendre les problématiques. Pourquoi est-ce que mon bloc a démarré avec 1 heure de retard aujourd'hui? Donc on va pouvoir vraiment avoir ces personnes qui appellent, qui ont des procédures très standardisées de quoi faire en cas de surcharge d'activité, de pic d'activité ou de problématiques sur tel et tel sujet. Donc ça, c'est une organisation qu'on retrouve en général proche d'une direction générale, proche également des cadres de santé. À Nancy, par exemple, c'est dans le cadre de la construction d'un nouvel hôpital, donc ça s'inscrit très bien, ces grands écrans avec cette pièce vraiment dédiée à la tour de contrôle de l'établissement. Très bien, super. Donc là, c'est pas encore de l'IA, c'est un Command Center, mais sur quel domaine on a mis de l'IA dans ce Command Center? Alors, on l'a mis en fait à deux endroits clés et à plein d'autres petits endroits. Le premier endroit clé, c'est la partie optimisation des plannings de salles d'opération. Donc, une semaine avant, toujours une semaine avant les salles d'op, on a une planification qui est faite en amont pour optimiser. Donc en fait, le système qui est en fait un agenda reçoit toutes les planifications prévues par tous les cliniciens. Et ensuite, on fait tourner une IA qui est basée sur ce qu'on appelle des moteurs de contraintes. Technologie derrière, s'il y a des gens qui sont un peu technologistes derrière, c'est Optaplanner, qui sont des outils open source qu'on s'est appropriés, qu'on a contextualisés pour un domaine médical. Et Optaplanner, donc cet outil-là, va optimiser sur un ensemble de bases de règles qui sont fournies par les cliniciens en disant j'accepte d'avoir une plage de 2 heures sur une chirurgie ambulatoire de tel type parce que je sais qu'etc. Donc les cliniciens définissent des règles et on a le moteur de contrainte qui mouline tout ça et qui fait des suggestions d'optimisation. On arrive comme ça à dégager 5, 6, des fois 7 opérations par semaine en plus. Donc ça veut dire accepter les modifications. Donc le système suggère des modifications. Les assistants acceptent les modifications et ainsi de suite. On fait tourner le système jusqu'à avoir un planning pour la semaine d'après qui est le plus optimal possible. Donc ça, c'est basé sur des moteurs de contraintes qui sont soumises à des algorithmes d'IA. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'IA générative. On en a encore une fois parlé. Vous en voyez partout. Vous l'utilisez certainement au quotidien aussi pour lui poser des questions. L'idée derrière l'IA générative pour un Command Center, c'est que cette IA s'approprie la base d'informations que le Command Center acquiert
au fil de l'usage du Command Center à travers les différentes activités. Donc le Command Center est connecté en temps réel au système d'information. Il donne le nombre les opérations, les urgences, tout le flux patient. Cette base d'information, en fait, elle est vectorisée par le système d'IA. Et ensuite, ça devient un assistant décisionnaire, comme l'expliquait Alexandra tout à l'heure. Dans cette tour de contrôle, à un moment donné, on va dire: peux-tu me donner une estimation, par exemple, peux-tu me donner une estimation du manque de lits au regard de l'afflux des urgences depuis 24 heures? Et on le pose la question, le système répond. J'ai même, je crois qu'on a fait même une démo il y a moins d'une demi-heure, voilà. Ah ben non, loupé, je sais pas si elle est là, mais elle n'est pas sur cet écran. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas? Voilà, toc. Voilà. Voilà, on a fait, il y a moins d'une demi-heure, là j'ai fait une question à... Voilà, on lui a posé la question: quelle estimation du manque de lit au regard de l'afflux des urgences depuis 24 heures? Donc le système mouline, ça dure une quinzaine de secondes, et le système nous rend voilà, une présentation. Alors c'est assez statistique au départ, mais avec une estimation et surtout des recommandations qui sont proposées dessous. Alors, donc ça, c'est pour la partie IA. Je vais essayer de revenir sur ma présentation. Génial, c'est super. Donc cette IA générative, elle est très importante. Nous, on a un concept qui s'appelle d'ARC, en fait, qui est en fait ce qu'on appelle du reasoning agent, c'est-à-dire des agents de raisonnement qui sont en coordination derrière la requête. Donc, à partir du moment où on pose une question, vous l'avez déjà vu si vous avez testé les ChatGPT, etc. Il y a une mémoire de l'interaction. Vous lui posez une question, vous lui reposez une question, il se souvient de la réponse. Donc, il y a une contextualisation de la question qui est faite. Ça, c'est déjà dans les moteurs de raisonnement. Mais ensuite, les moteurs de raisonnement vont faire intervenir plusieurs éléments dans la décision. Des sous-éléments de raisonnement qui sont orchestrés avec des technologies qu'on appelle LangChain, etc. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième volet de l'IA sur le Command Center. Alors, maintenant, je change de sujet complètement. On a toute notre solution de codage, ce qu'on appelle le Web PMSI. Notre solution de codage, elle est là, c'est-à-dire que connectée à l'établissement, on a les médecins DIM qui, sur la base du système, récupèrent tous les codages hospitaliers de la semaine, du mois précédent, et vont faire une validation du codage pour partir à l'assurance maladie. On a bien sûr intégré ce système-là sur une base d'IA qui vient de notre partenaire officiel qui s'appelle SunCare, et qui donc lui est une base intelligente qui va elle aussi s'alimenter du flux d'informations produit par l'hôpital et qui va faire une suggestion d'optimisation de codage au médecin DIM. Donc cette suggestion, elle va pouvoir être sur la base des codes qui ont été analysés, de l'apprentissage qui a été fait, et qui va permettre au médecin DIM en fait d'augmenter la précision et la validité du codage qu'il fait. Voilà. Et donc ce système-là, on l'a intégré, avec SunCare, ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille avec eux, on a un partenariat officiel, donc tous nos clients WebPins peuvent bénéficier de cette intégration. En fait, si on regarde un tout petit peu plus dans le détail comment on a fait ce travail-là, on l'a fait en fait en prenant les forces de chaque élément. Ça, c'est le WebPins qui est notre technologie. Donc, en fait, où on a énormément de fonctionnalités qui sont utilisées par le médecin DIM, comme les codages automatiques, le primo-codage, les calculs de résumé, les assistantes de codage, etc. Et toutes ces fonctionnalités qui sont des fonctionnalités de DIM sont soumises en fait à une interaction avec le service IA qui, lui, va vous faire des choses aussi de codage automatique, mais basé sur l'IA, qui va produire ce qu'on appelle des paniers de codage, c'est-à-dire des recommandations, des suggestions, qu'ensuite le médecin DIM va récupérer dans son assistant et va accepter ou pas, etc. Et vous voyez que les deux systèmes s'alimentent des données du DPI, soit sur les flux de mouvement pour nous, soit sur tous les systèmes, les éléments de résumé de laboratoire, de médicaments pour la partie SunCare. Voilà. Donc ça, c'est la partie WebPins. On va quitter le monde du codage pour aller sur les solutions plutôt d'imagerie et d'anapat. On va le trouver, on va y arriver. Alors, pour cette stratégie d'intégration, c'est un monde Diamix et l'anapat qui est
qui est en fait foisonnant de fournisseurs, parce qu'on est dans le monde de l'IA, d'imagerie, qui est extrêmement riche, extrêmement puissant. Et donc on a une quantité d'acteurs très très importants qui doivent potentiellement être intégrés dans nos outils. Et donc pour cette intégration, ce que l'on a choisi, c'est d'utiliser en fait un proxy, ce qu'on appelle notre IA Manager, qui va permettre à la demande du clinicien d'activer certaines fonctions d'IA pour l'aider dans sa décision de pathologie. Donc il a une sorte de portail dans lequel il dit je souhaiterais utiliser cette IA, cette IA, cette IA-là pour pouvoir être en assistant de diagnostic sur la NAPAT. Donc pour cela, on a mis en place un IA Manager qui va nous permettre de faire le proxy avec toutes ces intégrations. Et en fait, quels sont les types de solutions qu'on a qui sont un petit peu phares cette année, parce qu'il y en a plein d'autres qui existent. La partie pré-diagnostic est très très importante. Alors on ne publie pas le partenariat encore parce que c'est encore un peu stratégique, donc ça ne peut pas être divulgué sur ce salon, mais sur la partie pré-diagnostic, il y a énormément de choses qui doivent être adressées autour des erreurs de saisie qui sont faites lors des résultats, du recueil des résultats, des échantillons à traiter. Donc on utilise de l'IA pour pouvoir tester le nombre d'erreurs, détecter les erreurs, ce qu'on appelle de la novelty detection, donc des outils qui vont nous permettre d'identifier lorsqu'il y a des choses dans le bruit de fond qui sont un petit peu différentes. Les solutions vont permettre d'automatiser certaines fonctions du prédiagnostic basées sur la compréhension de ces taux d'erreur, avec un objectif d'augmenter la traçabilité et la qualité sur le prédiagnostic. Dans le diagnostic, on est vraiment dans la partie imagerie avec des partenaires, donc Ibex et Euphoria, qui sont là en fait pour aider le pathologiste dans son diagnostic avec un travail sur l'image elle-même. Une des dernières nouveautés qu'on a, et on est encore sur de l'IA générative, c'est Vulgaro. Vulgaro qui est en fait un outil qui va permettre au laboratoire d'Anapat de vulgariser entre guillemets le résultat de l'Anapat pour le patient, qui souvent est dans une attente de son prochain rendez-vous avec le médecin et qui se retrouve avec un résultat, vous avez sûrement tous expérimenté ça, quasiment incompréhensible, avec des taux, des valeurs qui sont dépassées mais pas dépassées, etc. Vulgaro va permettre en fait de prendre le diagnostic, de le traiter et de fournir, tout en restant médicalement valide, de fournir une vulgarisation du compte-rendu de laboratoire dans l'attente du médecin. Donc ça va énormément diminuer le stress, ça va améliorer la relation patient-médecin. On a un patient qui arrive chez le médecin qui a déjà une précompréhension de ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il y a derrière. On a une diminution du stress, on a une réduction des coûts d'appel aussi dans les labos d'Anapat parce qu'on peut être extrêmement stressé au résultat lorsqu'on reçoit un résultat que l'on ne comprend pas. Donc on a une diminution du nombre d'appels et bien sûr un gain de compétitivité dans le secteur privé de l'Anapat. Avoir des outils comme ça, ça permet quand même d'attirer le patient de façon beaucoup plus prégnante. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu notre portfolio IA sur toute la solution d'Anapat de Diamix. Voilà. Une roadmap qui va nous amener pour l'instant à 2026 avec toujours l'ajout de partenaires autour de l'imagerie surtout. Mais voilà. Je laisse la place à ma collègue sur la partie Clean Analytics. Alors merci Vincent, en effet la partie Clean Analytics, c'est toute une PBU chez nous qui est vraiment dédiée à l'IA et à l'intégration de ces IA dans nos différents portfolios, comme Vincent l'a expliqué tout à l'heure. Donc c'est vraiment nos IA, si on peut dire, internes, faits par nos équipes en tout cas. Je vais vous présenter, alors déjà en effet, peut-être reprendre un peu la stratégie data de Dedalus pour essayer de recontextualiser ces différentes solutions. Alors on va retrouver sur la gauche nos solutions métiers des pays et autres, et même d'autres sources de données. Et puis on a tous volé extraction de la donnée, extraction, validation bien sûr avec l'interface d'ingestion de données cliniques. On extrait des données, on vérifie si elles sont propres, on les met en qualité bien sûr. Et puis tout va se jouer dans ce CDR, ce Clinical Data Repository en format FHIR.
En utilisant le format Fire, c'est ce qui va nous permettre toute cette interopérabilité avec toutes nos différentes solutions d'IA. Et bien sûr, sur la droite, vous pouvez voir avec d'autres solutions métiers autour de la recherche clinique, autour du Command Center également que vous pouvez voir. Et moi, je vais insister aujourd'hui sur la partie Clean Analytics Medical AI. Mais en effet, tout cela tourne autour de notre stratégie CDR et ce format Fire. Donc 3 cas d'usage, 3 exemples en tout cas de ces activités IA portées par le groupe. Première chose, les modèles cliniques NLP multilingues. Deuxième chose, l'aide à la décision clinique, donc vraiment cas d'usage de l'IA qui est certifié DM pour prédire le risque d'un patient de développer une complication grave. Donc bien sûr qui va revenir dans le dossier patient informatisé derrière. Et puis 2 mots sur le LLM SDK en support des différents produits d'Edalus, même si Vincent l'a déjà un petit peu abordé, mais voilà, comment interroger les données des patients en langage naturel comme un chatbot, ce qu'on a pu voir sur le Command Center, et puis la génération des lettres de sortie. Donc toutes ces stratégies, c'est vraiment la stratégie interne d'Edalus. Alors 2 mots sur le NLP, Natural Languages Processing. Les données, elles sont bien sûr dans nos dossiers patients, elles sont bien sûr dans toutes les solutions métiers de Dedalus et d'autres solutions métiers. Mais en fait, il y a quand même 80% des données qui se trouvent encore dans les comptes rendus, dans les lettres de sortie, dans toute la documentation vraiment annexe au dossier patient informatisé. Donc ça, on le sait bien sûr, mais en tout cas, l'objectif de ce NLP, c'est d'aller récupérer toutes ces données non structurées. La donnée structurée est présente, elle va bien sûr être utilisée, mais en fait, elle représente vraiment un petit pourcentage des données exploitables à des fins de recherche, par exemple, pour l'utilisation de l'analyse secondaire des données. Alors ce volet NLP, il est plutôt simple à comprendre, c'est-à-dire qu'on a ici un compte rendu. L'NLP, donc l'IA, va détecter des mots-clés, tout simplement, et il va être en mesure de le taguer dans des ressources Fire. Sur la droite, on voit les ressources Fire. On en voit 6 ou 7. Il y en a 6 ici. Et donc, une fois que les données vont être taguées, remis en code SNOMED, donc associé à un code SNOMED, associé à une ressource Fire, bien sûr que la recherche dans toutes ces données non structurées va beaucoup être plus simple. Donc, on va transférer de la donnée non structurée en données structurées sur laquelle on va pouvoir derrière faire de la recherche et faire bien sûr des recherches de patients, de la construction de cohortes et autres. Donc ça, c'est un volet très intéressant et très puissant sur lequel on travaille depuis de nombreuses années, ce volet NLP. L'aide à la décision clinique. Première chose, sur la gauche, on voit les données. Donc toujours ce système de données structurées, non structurées, avec notre gros CDR au milieu qui va nous apporter de la donnée consolidée et mise en qualité. Les services Clean Analytics. Donc ça va être tous les services que je vais vous présenter dans la slide suivante. Nos services IA permettant de déclencher des alertes dans le dossier patient informatisé. Alors, cette aide à la décision clinique, ces IA, aujourd'hui, il y en a 5 qui ont été choisis. Alors, pourquoi? Parce que déjà, c'était vraiment des éléments ou des complications qui ont un impact fort sur le pronostic vital des patients et dont la rapidité de la détection a directement un lien avec la guérison du patient. Donc on a le volet sepsis, donc détection de la septicémie, détection d'un délire chez un patient, de l'insuffisance rénale aiguë, de pneumonie et de risque de thrombose veineuse. Donc tout simplement, on va entraîner cet algo quelques mois, entre 3 et 4 mois, il me semble, en fonction du cas d'usage, directement sur notre base, sur nos bases. Alors là, c'est un écran d'Orbis. Et tout simplement, une fois que l'IA aura détecté un risque potentiel sur un patient, l'IA va être réinjectée et donc une alerte, on voit des petits triangles rouges là-haut, une alerte va permettre d'indiquer au médecin, à l'infirmière, que ce patient pourrait avoir un risque de délire, de sepsis ou autre. Donc ça, c'est vraiment la partie aide à la décision clinique de nos différentes solutions. Alors, on en a vu 6 aujourd'hui. Il y en a plus d'une quinzaine qui va sortir avant la fin d'année. Donc, c'est vraiment un sujet qu'on dynamise énormément. Et puis enfin, ce LLM SDK, en support des différents produits, toute notre stratégie d'LLM générative est vraiment appuyée sur cette stratégie, données structurées, données non structurées. Et puis derrière, on va pouvoir bien sûr, comme n'importe quel chatbot, poser des questions directement depuis le dossier patient informatisé et obtenir des réponses en fonction des différentes
questions. Et même chose sur la génération des lettres de résumé. Ça aussi, c'est une fonctionnalité qui s'appuie sur notre LLM SDK. Super, merci. Donc, il nous reste deux petits sujets à aborder. Un seul, je crois. La partie PAX, bien sûr. 5 minutes. Ouais. La partie PAX qui est aussi très importante. Hein. Vous avez un pod aujourd'hui aussi sur les démonstrations de notre solution Deep Unity, entre autres. Deep Unity Viewer, PAX, RIS, etc. Bien sûr, cette ligne de produit ne fait pas exception sur l'innovation en IA. Donc avec des objectifs qui sont simples. Hein. C'est bien sûr une réduction des coûts parce qu'on va très rapidement permettre d'augmenter l'efficience opérationnelle au travers de ces outils. Possibilité de surveiller les résultats qui sont produits par les systèmes de PAX et d'imagerie avec une intégration intelligence et un marketplace qui va nous permettre de sélectionner les meilleurs acteurs. On est dans une stratégie qui ressemble beaucoup à ce que je vous ai présenté avec le Diamix précédemment, avec un IA Manager qui va nous permettre de nous intégrer avec un portfolio de partenaires parce que chez Dedalus, on a bien compris qu'on ne sera pas capable de développer tous les IA. On est une grosse structure et on a besoin de l'innovation et de la flexibilité et la puissance de toutes ces startups qui développent des choses extraordinaires. Donc le principe que je vous ai montré avec Diamix est le même sur la stratégie d'imagerie. On appelle ça l'IA Cube, mais la même idée. On a sur nos systèmes d'imagerie la capacité, à travers un marketplace d'IA, donc de solutions d'IA qui sont à façon activable dans le produit, de pouvoir augmenter la pertinence du diagnostic par une analyse. Donc là, je ne vais pas dans le détail de ces partenaires, c'est plutôt sur le concept, mais qui va nous permettre en fait de faciliter tout ça. Le dernier point, c'est sur l'archivage. Alors, on a une solution d'archivage très puissante qui s'appelle iMedia et qui permet donc de faire un archivage qui va vous permettre de stocker l'information numérique et même de vous débarrasser de tout le stockage papier sous les conditions imposées par la régulation en termes de duplication de la donnée, d'accès à la donnée. Donc iMedia est notre grande solution d'archivage qui est très très utile. Et dans iMedia, eh bien, comme vous le comprenez bien, il y a beaucoup de documents non structurés. Et donc il y a une mine d'informations extraordinaire que bien sûr les archivistes souhaitent pouvoir exploiter. Alors en général, la recherche dans de l'archive se fait à travers des requêtes structurées. Vous avez des champs, le nom, le prénom, l'âge, le patient, etc. sur les métadonnées du document. La nouvelle génération qui est en train d'être développée dans les nouvelles versions d'iMedia, c'est d'aller chercher dans le texte non structuré, de faire manger ce texte non structuré à de l'IA générative, du LLM, souvent du RAG, qui va nous vectoriser cette donnée et qui va permettre, si tu me montres la slide suivante, merci, voilà, qui va nous permettre, là vous avez une interface d'iMedia, qui va permettre sur un ensemble de documents d'appliquer un appel sur le chatbot et d'avoir une conversation informationnelle sur le sous-élément de document qui sera le résultat d'une analyse LLM basée sur les documents. Donc le chatbot, le iMedia, c'est pour moi une des cibles parfaites parce qu'elle peut manger, entre guillemets, une très grande quantité de contenu non structuré et extraire une inférence et du coup changer les modes de recherche des utilisateurs. Parce que les modes de recherche classiques que vous avez dans des outils comme ça, jusqu'à présent, sont souvent structurés. On demande le nom de la personne, son âge, etc. Donc on n'arrête pas de passer dans des menus, dans des sous-menus, etc. Là, on est dans une interaction fluide avec la machine en lui demandant « Peux-tu me retrouver les documents du patient qui a subi telle opération entre 1925 et 1945, etc., etc. » Et donc, on va avoir un ensemble d'informations qui vont remonter automatiquement. Et là, il y a une puissance extraordinaire que l'on est en train d'exploiter. On n'est pas du tout dans une phase de production, on est en phase de pilote. Il y a toujours le risque du biais qui est extrêmement important, qu'il faut qu'on maîtrise de façon beaucoup plus forte et qu'on n'a pas, qui n'est pas encore opérationnel en termes de production. Donc ça va arriver que dans la version 6.11 de iMedia. Voilà. Et ben, je crois qu'on a fini pile poil dans les temps. Bon, on est parfait. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, on est à votre dispo. Non? C'est bon? Yes. Je pense qu'on m'entend, je n'ai pas besoin de d'accord. C'est pour les autres gens. Ah, d'accord.
Je sais pas comment. Oui, c'est bon. En fait, j'avais des questions parce qu'il y avait un. Je pense que c'était sur le Diapo 9 où vous avez parlé sur comment on peut interroger l'IA générative. Si je ne me trompe pas, c'était au niveau des capacitaires. Ça veut dire que vous avez demandé est-ce qu'il y a des lits qui sont peut-être ouverts dans la structure. Ça, c'est une question pour vous. Et une autre pour vous, quand vous avez parlé de la partie NLP. Et en fait, j'aimerais comprendre, parce qu'en fait, parfois, on a beaucoup de contraintes d'IANAPAT dans l'activité PMSI et les médecins DIM quand ils codent. Et en fait, parfois, ça nous coûte beaucoup de temps de récupérer les codes nécessaires pour coder les actes et les diagnostics pour chaque patient, parce que parfois, c'est comme ça, des docs, pour pouvoir après les coder. Et donc, est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment ça marche? Est-ce que vous interrogez un LLM derrière? Parce que c'est au niveau sécurité, on ne peut pas faire ça. Ok, merci. Non, vas-y. Sur la partie codage PMSI, parce que c'est moi qui l'ai présenté, c'est pour ça que je grille la priorité à ma collègue. Sur la partie PMSI, c'est moteur de règles derrière. Okay, moteur de règles assisté par une IA, mais qui est souveraine dans l'établissement. C'est-à-dire que Suncare déploie l'algorithme qui est entraîné, qui est réentraîné, enfin un tout petit peu, sur les données locales, mais ensuite on n'a aucune interaction avec l'extérieur. C'est local. Non, pas sur le codage PMSI. C'est moteur de règles IA. Alors il y a plus que du moteur de règles, hein, mais ça reste local à l'établissement. Et première question, c'était le Command Center. Alors le Command Center, vous l'avez compris, c'est un copilote, un cockpit. C'est-à-dire qu'il reçoit une information massive liée à l'activité de l'hôpital. Les urgences, les hôpitaux, enfin les urgences, les salles d'op, etc. Le LLM, en fait, donc votre question c'était, rappelez-moi la question du... C'était pour la gestion, par exemple, pour la gestion des lits, par exemple. Ah oui, gestion des lits, voilà, c'est ça. Voilà. J'ai 12 unités Ouais. et j'ai plein de lits dedans et j'aimerais savoir, par exemple... Voilà. Alors, il y a deux façons. Donc, la question était autour de la gestion des lits. Il y a deux façons à répondre à cette question. Nous, on a des métriques qui ne sont pas d'IA, c'est plutôt de la statistique dans l'outil, qui vont nous donner le taux d'occupation des lits. Ça, c'est des KPI classiques, BI, c'est de la statistique. Après, on peut interroger l'IA. L'IA peut interroger la base de données pour lui demander, à travers un langage naturel, peux-tu me donner la prédiction du taux d'occupation des lits sur les 3 prochains jours au regard de l'afflux des urgences actuelles. Donc là, on est dans un raisonnement. C'est pour ça que je parle de moteur de raisonnement. Il faut qu'il aille capter le taux d'occupation actuel, il faut qu'il utilise un algorithme pour faire une prédiction, et il faut qu'il utilise le taux d'arrivée des urgences. Donc c'est un raisonnement formel, qu'on appelle du raisonnement formel, qui est ce qu'on appelle des bases de raisonnement, des reasoning agents. Voilà. Et ça s'appuie sur la base du Command Center qui est alimenté au quotidien par toutes les données. Et cette base, techniquement, en fait, elle est vectorisée, ce qu'on appelle des embeddings. Donc, on coupe toute l'information en petits bouts et on met tout ça dans la base vectorielle. Voilà. Et on fait les calculs statistiques dessus et tout. Voilà. C'est bon? Ok, très clair. D'autres questions, non? Non? C'est bon? Ok. Merci à tous. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup.